Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Ralf Schumacher aurait pu remporter les championnats comme Michael, son frère. Alors, Tost, non. N'abusons pas non plus. Si le motoriste allemand rejoignait Williams pour la saison 2000, Tost avait déjà fréquenté le Ralf lorsque ces derniers évoluaient encore en formule de promotion. Dans les années 90, l'un des championnats permettant d'accéder à la Formule 1 était la Formula Nippon. Schumacher a couru en F3 pour l'équipe Weber Trella Stuttgart Racing, en partie possédée par Willy Weber, l'homme qui gérait les carrières de Michael et Ralf. Donc, Franz Tost s'en souvient. Ralf était incroyablement rapide et talentueux, il apprenait très vite et mettait tout en œuvre très rapidement. Le moment fort de son début de carrière était de remporter la championnat de Formule Nippon. C'était une catégorie extrêmement qualitative, et c'était presque impossible pour un Européen de la remporter. Je suis allé au Japon avec Ralf, mais il n'a pas vraiment apprécié son séjour là-bas. Comme son contrat courait sur 2 ans, je lui ai dit « Gagne le championnat dès la première année, tu pourras raccourcir ton temps passé au Japon. » C'est ce qu'il a fait. À cela, il faut ajouter le championnat GT, âprement disputé. Je me souviens encore de la prophétie à Silverstone, alors qu'il a testé la McLaren Mercedes 196, elle était équipée de pneus Goodyear. Ralf avait déjà testé les pneus Bridgestone au Japon. Il disait alors si Goodyear ne propose pas quelque chose de mieux, ils vont avoir des problèmes face à Bridgestone. Et c'est ce qui se produisait. Ça démontre que Ralf possédait une certaine sensibilité lorsqu'il était pilote d'essai. Si on observe son temps passé en F1, il a toujours possédé des coéquipiers extrêmement rapides, comme Montoya ou Button. Et il les contrôlait. Son problème, il n'était jamais au bon endroit au bon moment. Autrement, il aurait remporté des titres comme son frère. Ce qui lui a finalement coûté sa pointe de vitesse furent 2 accidents extrêmement sérieux. Un lorsqu'il effectuait un test à Monza, un crash qui n'était pas filmé au virage de Vesmo à Monza en 2003, et l'autre à Indianapolis, une crevaison envoyée dans le mur en 2004. On peut pas ignorer ça. Si Ralf Schumacher parvenait à remporter des courses et à signer de nombreux podiums avec Williams, c'est bien Montoya qui disputait le titre mondial jusqu'en fin de saison 2003, face à Michael Schumacher et Kimi Räikkönen. Ouais, la saison 2003 d'ailleurs, on est en plein dedans sur Twitch en ce moment, donc abonnez-vous au Twitch, on fera un live demain d'ailleurs, avec 2 courses. Le pilote colombien rejoignait ensuite McLaren en 2005, mais se faisait indiquer la porte de sortie en plein milieu de la saison 2006. Selon Tost, Montoya aurait connu une bien meilleure carrière en Formule 1 s'il était parvenu à faire preuve de davantage de discipline. Comme Ralf. Juan était extrêmement talentueux, mais ce qui manquait en comparaison de Michael, à l'image de tous les autres pilotes, c'était d'être totalement concentré sur la F1. Pour Michael, il n'y avait rien d'autre que la F1. Même Ralf pouvait facilement se laisser distraire. En termes de talent pur, Montoya aurait facilement pu remporter un titre. Mais le talent ne suffit pas pour l'emporter. Vous devez avoir la discipline nécessaire pour utiliser au mieux votre talent. C'est beau. Ouais, c'est dommage. Après, Ralf, il a quand même une belle carrière, ça va, on va pas le plaindre. Bon, Montoya, sa carrière était un peu plus courte, mais bon, ça va, c'était pas trop mal non plus. Il a quand même remporté le Grand Prix de Monaco, c'est déjà pas mal. Allez, je vous laisse commenter, ciao. Alors, pour Mike Crack, Kubica est le meilleur pilote qu'il a jamais vu. Ouais, bon, avant son accident alors. Le meilleur que j'ai jamais vu, en talent pur, je pense à la manière qu'il a de décrire la voiture, je pense qu'il est très très fort. Il avait également travaillé avec Vettel chez BMW Sauber avant de le retrouver chez Aston Martin en 2022. La principale raison de la chute de performance de la BMW en 2008 a été la décision de BMW de se concentrer sur la voiture 2009, avec les gros changements de règlement. Cette décision a d'ailleurs conduit Mike Crack à quitter l'équipe après 8 ans passés chez Sauber. Vous vous rappelez que je suis parti, il y a rien ici, nous avions travaillé tellement dur depuis 2001 pour devenir une équipe qui gagne, une équipe gagnante, et peut-être faux, car nous avons gagné uniquement une course au final. Mais nous avons fait la pole à Bahreïn, je crois que nous étions 2e à Melbourne, donc je pense, on va dire, une équipe sur le podium. C'était une si belle ascension que toutes ces années que ces progrès. J'étais un peu inquiet du nouveau règlement, parce qu'en 2009, on avait l'introduction du KERS, c'était encore très ouvert, si son utilisation allait être obligatoire ou non, sur la puissance qu'on aurait avec, et tous ces détails techniques. Je ne savais pas trop comment on allait y faire face. On a donc poussé très très dur pour essayer de tout faire pour gagner le championnat, et développer la voiture autant qu'on pouvait. Jusqu'à la fin. Mais continuer à travailler sur la voiture 2008 n'était pas inclus dans le plan. C'était très très difficile parce qu'on pensait qu'on aurait pu faire mieux. Fin 2009, BMW a choisi de quitter la F1 après une année difficile et Crack pense que s'ils avaient gagné le titre avec Kubica en 2008, le manufacturier allemand serait resté plus longtemps. Je pense que oui, il serait resté, mais honnêtement, j'en faisais plus partie en 2009. Pour quelles raisons se sont-ils retirés? Seulement succès ou d'autres choses? Il y avait aussi et surtout la crise financière à cette époque. Donc faudrait demander aux dirigeants de l'époque. Ouais, BMW, c'est un peu dommage. Ils avaient du potentiel, on va dire, en 2008-2009. S'ils avaient travaillé un peu plus, peut-être qu'ils auraient pu jouer des podiums régulièrement et tout. Donc, c'est un peu dommage. Et sans oublier aussi le partenariat avec Williams avant. BMW et Williams, ça marchait plutôt bien aussi. Donc bon, je vous laisse commenter. Vous en pensez quoi? Ciao.
Des packs VIP allant jusqu'à $1000, $100 000 à Las Vegas. Eh oui, c'est pas 1000, hein, 100 000. Ils se sont pas trompés sur les zéros. $100 000, mais c'est délirant, quoi. On est où, là? D'après Adam Stern du Sports Business Journal, le complexe hôtelier des MGM Resorts aurait acheté pour plus de 25 millions de dollars de billets pour le Grand Prix, afin de les proposer à ses clients sous forme de package qui inclurait un hébergement et un accès aux tribunes pour assister à l'épreuve. Toujours selon Stern, certains forfaits pourraient même atteindre les 100 000 dollars en fonction de l'hébergement et des prestations choisies pour assister à la course. À Miami, déjà, certains hôtels prestigieux de la cité floridienne proposaient déjà des forfaits à ce tarif pour le week-end de course. Les billets en tribune pouvant atteindre à eux seuls, en fonction de l'emplacement, plusieurs milliers de dollars. Si la F1 gagne en popularité aux États-Unis, il y a fort à craindre que tous les fans ne pourront pas en bénéficier de la venue de la discipline dans le pays. Oh oui, ça c'est évident. Le seul circuit qui est à peu près raisonnable dans ses prix, c'est Austin en fait, quoi. Le reste, c'est totalement délirant. 100 000 dollars, putain. Ça va trop loin. Ça va trop loin. C'est un peu indécent, qu'est-ce que vous en pensez? Ciao. Malgré l'avance de Verstappen, Red Bull n'exclut pas des consignes d'équipe. Oh non, mais là, franchement, faut arrêter. Le mec, il a 80 points d'avance, quoi. Merde, il vous faut combien? 150? Non, mais laissez Perez se battre un peu, quoi. S'il est en position de se battre pour la victoire, laissez-le, quoi. L'équipe fera de son mieux pour chaque opportunité que nous avons. Max est en bonne position dans le championnat pilote, mais nous avons vu à quelle vitesse les choses peuvent changer. On ne tient rien pour un qui. Mais 80 points quand même, en 9 courses, c'est impossible à rattraper. Il y a encore tellement de courses à faire, et une course sprint à venir. Nous allons traiter chaque week-end comme nous l'avons fait jusqu'à présent, cette année, et chercher à maximiser nos points par rapport aux concurrents. Sergio reste dans la course, mais ça devient difficile pour lui au championnat. Il a eu de la bonne chance avec plus de soucis que Max, comme à Montréal ou en Autriche. Il a perdu beaucoup de points là-bas. Il reprendra ses marques, je n'ai aucun doute là-dessus, mais il sait que l'équipe passe avant tout. Ouais, donc en gros, Sergio, ferme ta gueule et laisse Max gagner le championnat. C'est un peu ça, quoi. Hein, bon, voilà, on a l'habitude avec cette équipe, de toute façon. Ah là là, tout pour Max, c'est rien pour les autres, quoi. C'est vraiment lamentable. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao. Antisémitisme, pauvreté, dépression. Wolff a vécu des trous noirs avant la F1. Pas de racisme en F1, apparemment. Selon lui. Donc, interview du Financial Times. Bien que baptisé, Toto Wolff né d'un père roumain, rapidement disparu, et d'une mère polonaise qui avait fui le communisme, a grandi dans un environnement lié à la religion juive. Il a été élevé par une famille d'origine juive, ce qui lui a amené à fréquenter des mouvements de jeunesse juifs et à subir des propos antisémites. L'antisémitisme était présent quand j'ai grandi. J'ai vu comment mes amis étaient traités dans la rue. J'ai vu comment un groupe peut être isolé. Les propos de Ecclestone ou de Piquet les ont Toto Wolff avec cette même attitude entre le mépris et l'indifférence. L'un a 80 ans ou quelque chose comme ça, l'autre a 105 ans. Piquet a 69 et Ecclestone 91. Ouais, donc il en a rajouté un petit peu. En dehors de ces cas particuliers, le racisme est-il présent en F1 selon lui? Je ne vois pas de racisme dans l'état actuel de la Formule 1. Je pourrais traiter certains de mes collègues de nombreux noms, mais pas de racistes. Hamilton est très engagé sur ce chantier de l'égalité, peut-être trop, au risque de prendre de vitesse Mercedes. Lewis, il peut mettre le doigt là où ça fait mal. Lewis n'a jamais causé de maux de tête, ni pour moi ni pour l'équipe. Il faut pousser les gens hors de leur zone de confort, c'est ce que fait Hamilton. Vous voyez ma façade, vous ne voyez pas les épisodes sombres. Après la mort de son père, je tombe dans un trou noir dont je ne peux plus me sortir sans l'aide de professionnels. On m'a retiré de l'école parce que les frais de scolarité n'étaient pas payés. Je me souviens que j'étais en classe l'après-midi et qu'on m'a appelé dans le bureau du directeur. Je suis descendu, le directeur m'a dit « Je suis désolé, vous devez quitter l'école, prenez votre sac ». Tout le monde me regarde. J'ai dû marcher jusqu'à la station de tram et expliquer à ma sœur de 10 ans ce qui venait de se passer. Mon père est mon seul héros. Ce contexte donne une force à Lewis Hamilton comme à Toto Wolff, conclut le directeur d'écurie. Les riches ont la vie facile dans notre sport, mais ça ne fait pas d'eux des champions. Tout le monde a soit un complexe de minorité, un complexe d'infériorité, ou une forte envie de gagner. Ok, on en sait plus sur la vie de Toto Wolff, ce qu'il a vécu, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il a l'air un peu marqué, on dirait, par son enfance, ou un peu, ouais, il a des cicatrices, on va dire ça comme ça. Allez, ciao. Et Marco qui se réjouit des changements de plan chez Honda qui va fournir directement, donc ils ont fait marche arrière chez Honda, ils fourniront directement Red Bull jusqu'en 2025. Partenaire moteur de Red Bull depuis 2019, Honda avait annoncé son retrait à la fin 2021 de la F1. L'idée était alors de continuer à fournir un soutien technique à l'équipe autrichienne en 2022, avant que celle-ci ne produise ses propres unités de 2023-2025, à partir de pistes fournies par Honda. Avec la nouvelle réglementation technique attendue pour 2026, Red Bull devait alors, à cette échéance, utiliser ses propres moteurs, développés au sein de la division spéciale. Mais les choses ont évolué depuis, et l'arrivée quasiment actée de Porsche en tant que partenaire moteur 2026 change bien évidemment la donne. Ainsi, en attendant l'arrivée probable de la firme de Stuttgart,
Honda a finalement décidé ou accepté de fournir ses moteurs jusqu'en 2025, en attendant l'arrivée du constructeur allemand. Ah, ils s'en sortent bien, hein, je trouve, à Red Bull. Hein. Je sais pas ce qu'ils leur ont promis à Honda, peut-être du pognon supplémentaire, parce qu'ils se sont dit, vas-y, ça va être le bordel, si c'est à nous de tout faire, on va pas y arriver, ou alors il va y avoir des problèmes de fiabilité, etc. Si c'est Honda qui le fait, ils se sont rodés et tout, il n'y aura aucun souci. Bah, c'est ça qu'ils se sont dit, hein, c'est sûr. Hein. Au départ, donc, nous aurions dû assembler les moteurs nous-mêmes à partir de 2023, a expliqué Marco. Mais il faut des pièces de rechange pour cela, et 90% des fournisseurs sont au Japon. Dieu merci, ça a été repensé, car cela serait devenu un problème technique, logistique et linguistique. Maintenant, Honda fabriquera les moteurs jusqu'à la fin de 2025. Marco précise également que Red Bull ne dispose que de peu de champs d'action sur les moteurs gérés par la marque de Tokyo. On les obtient donc scellés, et nous ne pouvons pas regarder dedans. Ils le livrent dans une boîte. S'il y a un problème, seuls les mécanos Honda sont autorisés à travailler sur le moteur. Ouais, bah je dirais que vous en sortez bien, encore une fois Red Bull, parce que 2023, ça aurait été pas trop rose, hein, je pense. Si vous aviez dû tout faire vous-même, je crois qu'il y aurait eu quelques soucis pour Red Bull. Mais là, bon, bah, du coup, ils vont faire comme d'hab, et ça va rouler parfaitement. Non, enfin, normalement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Horner préfère le titre de Vettel en 2010 à celui de Verstappen en 2021. Tiens donc. Horner pense que c'est le plus grand moment de Red Bull dans la catégorie du sport auto. Il classe sa victoire de Vettel au-dessus de celle de Verstappen l'année dernière. Pour expliquer sa décision de choisir Vettel plutôt que Verstappen, Horner a déclaré à la Cambridge Union, probablement parce que c'était complètement contre toute attente. Vettel gagnant la dernière course à Abu Dhabi parce qu'il n'avait pas du tout mené le championnat cette année-là en 2010. Alonso était le favori pour remporter le championnat, et cette course est littéralement contre toute attente. Vettel a gagné là où Fernando et Weber ont terminé derrière lui. C'était suffisant pour qu'il devienne champion du monde. C'était donc contre toute attente. Verstappen est le favori pour conserver son titre en 2022. Il devanche Leclerc, voilà. Mais Horner pense que le néerlandais est très différent du quadruple champion du monde, Vettel. Ils sont totalement différents. Vettel est très méticuleux dans chaque élément de données, chaque aspect de ce qui se passe avec la voiture, chaque composant de la voiture. Il est souvent le dernier à quitter le circuit et ses débriefings, il lui faut une demi-heure pour expliquer le tour de formation, sans parler de la course. Alors que Max est beaucoup plus simpliste. C'est juste un talent brut, c'est le pilote le plus affamé que j'ai jamais rencontré, il veut juste gagner. Il vous donne un feedback très direct, il est très direct avec son ingé de course. Ils sont parfois comme un vieux couple marié. Mais vous savez qu'à chaque tour, il va se donner à 110%, il exige la même chose de l'équipe. Donc ce sont des personnalités très très différentes, des caractères très différents, mais je dirais que la seule chose qu'ils ont en commun, c'est leur ambition. Voilà, donc il préfère le titre 2010 de Vettel à celui de Verstappen. Bon après, peut-être aussi parce qu'il a été entaché d'une polémique, ça aide pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao. Marco attend moins de jurons et plus de retours techniques de la part de Tsunoda. Il pense que son pilote a le potentiel de gagner des grands prix. Il a appris à jurer en anglais, chez Carlin donc. Mais si vous jurez et dites des gros mots au milieu d'un virage, c'est pas bon. Alors vous conduisez plus lentement. Nous lui avons expliqué qu'il devait arrêter ça. En outre, l'ingénieur ne peut rien faire avec des commentaires comme « Putain de voiture !» Nous devons savoir ce que la voiture fait exactement. Il doit l'analyser et le dire de manière factuelle. Marco admet que la nature de Tsunoda ne changera peut-être pas, même s'il doit essayer de se tempérer. Tsunoda n'est pas le seul pilote à avoir des problèmes dans ce domaine. Il n'y a rien de répréhensible non plus. Yuki a un certain statut culte chez nous. Marco n'hésite pas, dans ses remontrances, à comparer directement Tsunoda à Ayumu Izawa, autre membre du programme junior japonais. On a deux japonais avec nous, ils ne pourraient pas être plus différents. Iwasa signe une pole position et vient ensuite nous dire « Désolé ». Yuki est complètement différent, il n'a rien à faire, il est très émotif. Pour un japonais, c'est plutôt une exception. Ouais, bah du coup, est-ce que ça va durer vraiment, lui, Tsunoda chez Red Bull? J'en suis pas certain, quand même. Marco aurait-il des doutes sur le potentiel de Tsunoda? Il a le potentiel pour gagner des grands prix. C'est ce à quoi nous aspirons dans le programme junior. Champion du monde? Tant de choses doivent être réunies. Il doit y avoir une étape de plus de franchie de la part du pilote, en tant que personnalité globale. Parce que dans une situation critique, le pilote peut porter toute l'équipe, la tirer vers le haut, la ramener vers le bas. Honnêtement, Tsunoda, je pense qu'il n'aura pas une grande carrière en F1. Honnêtement, c'est mon ressenti. Je pense que Iwasa a l'air plus calme, plus serein. Il correspond plus à Red Bull, je pense. Mais Tsunoda, il est trop sanguin, en fait. Pour un japonais, c'est étonnant, d'ailleurs. Comme il dit à Marco. Donc, bon. À mon avis, Tsunoda, ça va vite virer s'il change pas. Après, peut-être qu'il va changer, je sais pas, mais on verra. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao. Chauvelin a confiance à la bonne direction de Mercedes. Un défi dans l'équipe sortira plus forte. La vraie confiance, c'est que nous faisons les bonnes choses, que l'équipe travaille bien et que nous allons dans la bonne direction. Au début de l'année, si nous obtenions un podium, c'était parce que une ou deux autres voitures avaient fait une erreur ou qu'elles avaient un problème de fiabilité. Nous savons où nous voulons aller avec l'équipe et la voiture. Nous voulons avoir la voiture la plus rapide. Nous voulons nous qualifier en pôle au mérite.
Ce sont toutes les étapes que nous devons franchir tout au long de cette aventure. Nous avons pris un départ très difficile, mais l'équipe a vraiment travaillé dur et s'est vraiment soudée pour essayer de revenir sur la bonne voie. C'est un défi intéressant pour nous. Je ne dirais pas que tout a été amusant, mais je pense que c'est un défi dont l'équipe sortira plus forte. Chauvelin quantifie la performance à rattraper pour Mercedes dans le but de revenir sur Red Bull et Ferrari, et de mettre la pression sur les deux autres teams. Nous passerons par cette analyse comme nous le faisons pour chaque course, parce qu'il n'y a rien que nous ne regardons pas pour voir ce qu'on aurait pu mieux faire, parce qu'on tire souvent des leçons. Je pense que la réalité est que lorsque Max est passé devant, il était à l'aise, il gérait, il a économisé la gomme, juste au cas où il y aurait de la pluie à la fin. Notre objectif est de dire, nous avons juste besoin de 2 ou 3 dixièmes de plus. Ensuite, nous pouvons vraiment commencer à les mettre sous pression, parce que c'est seulement quand vous pouvez mettre une équipe sous pression que vous pouvez vraiment ouvrir des opportunités. Ah oui, bon ça on le voit avec Ferrari, hein, quand Ferrari est sous pression, ils font juste n'importe quoi en fait. Donc voilà, il a raison sur ça, Chauvelin. Bon, ben à voir la deuxième partie de saison, ce que ça donnera les 9 dernières courses, la dernière ligne droite 2022. Ciao, ciao. Et Alonso qui taquine Alpine, elle plane, c'était que je revienne en F1. Il dit avoir renouvelé ses aspirations avec Aston Martin. Les vacances sont terminées, c'est attendu depuis longtemps, nous avons un calendrier très chargé, mes batteries sont rechargées. Interrogé ensuite sur son actualité frénétique, l'Espagnol a botté en touche en parlant d'un plan, mais pas pour Alpine, pour lui-même. Et le plan était de retourner en F1 après 18 ans de F1. Je me suis éloigné de 2 années de ce pinacle du sport auto, j'ai fait 24 heures du Mans, l'IndyCar et le Dakar. C'était enrichissant, tant sur le plan professionnel que personnel. Revenir à la F1 était un défi intéressant. Ça a bien fonctionné, je suis à l'aise avec la voiture, je me sens rapide et en forme. Maintenant, avec la signature pour 2 années supplémentaires avec une autre équipe, vous pouvez renouveler un peu vos rêves, vos aspirations, et j'espère que ça fonctionnera bien. Alonso a commencé à reconnaître, sentir le poids de ces 4 décennies. Je vais pas vous mentir, quand j'avais 20 ans, je faisais du vélo le matin, puis je jouais au football, et l'après-midi, je faisais une partie de tennis. Et le lendemain matin, je recommençais. Maintenant, si je fais ça, je le remarque. Il y a des choses que là, je ne pardonne pas. Mais vieillir n'est pas forcément négatif. Ce que vous savez à 40 ans n'est pas la même chose que vous saviez à 20 ans. Vous connaissez vos forces et vos faiblesses. Cette connaissance de votre corps vous aide. Alpine a-t-elle déjà fait remarquer à Alonso que son âge commençait à peser? Ils n'osent pas. Ils y pensent, mais personne ne dit rien. En F1, malheureusement, nous n'avons pas l'amitié que nous avons dans d'autres sports, comme le cyclisme et le MotoGP. En F1, il y a beaucoup de distance entre tous les pilotes. Il y a beaucoup de secrets et d'ego. Il n'y a pas de conversation normale, ni de scénario approprié pour ce genre de badinage. Comme vous traitez de vieil homme face en face. Il n'y a pas ce genre de relation. Quand prendra-t-il sa retraite? J'ai rien calculé, le sport est notre vie. Il a toujours été, depuis que je suis enfant. Nous n'allons pas travailler jusqu'à 65 ans. Vous essayez de profiter de votre temps ici autant que vous le pouvez. Lorsque j'ai quitté la F1, j'étais mentalement et physiquement épuisé. J'étais épuisé par tous les engagements que la conduite exige. Et maintenant, dans cette nouvelle phase, je n'ai plus ce stress ni cette fatigue. Je suis plus frais, je ne peux pas dire combien de temps encore je vais rester en F1. Après la F1, il existe d'autres catégories de courses auto qui ne sont pas aussi exigeantes. Vous avez moins de déplacements et le calendrier est moins chargé. Je donne toujours l'exemple du Dakar qui était une belle expérience pour moi. J'ai apprécié à sa juste valeur. En faisant 3 ou 4 rallyes par an et en faisant des essais, vous pouvez préparer pour le Dakar et courir jusqu'à un âge avancé. Je ne prendrai jamais ma retraite du sport auto, mais du sport le plus exigeant, ce sera plus tôt. Je quitterai la F1 quand je verrai qu'elle ne me rend pas heureux. Mais pour l'instant, c'est le contraire. Ok, bon, pour combien de temps, du coup, on verra. On verra combien d'années il peut encore encaisser les G, notre ami Alonso aussi. De toute façon, comme j'ai déjà dit, je pense qu'il va aller aux 400 Grands Prix. C'est son objectif, d'être inatteignable avec 400 Grands Prix effectués en carrière. Mais ça sera pas avant fin 2024. Voilà, je vous laisse commenter, ciao.